Bon, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. Merci à l'ISCPA et aux organisateurs de cet événement, hein. Bravo, les conditions n'étaient pas forcément évidentes, donc c'est super. Donc nous allons échanger, enfin je vais vous faire une rapide présentation, hein, de quelques minutes de qui je suis, quelle est mon entreprise, mon activité, comment j'envisage ces thématiques pour vous permettre de contextualiser un peu l'approche et ma vision au quotidien de ces sujets. Et ensuite, nous pourrons échanger et j'essaierai de répondre le plus intelligemment possible à vos questions. Alors, on va commencer par une session de partage. Je vous prie de m'excuser, l'exercice est un peu nouveau pour moi. Nous y voilà. Donc, accompagner son entreprise vers une communication plus responsable, il va y avoir un petit travail d'effet de miroir dans ma présentation, puisque à la fois, je suis le gérant d'une entreprise qui s'est engagée dans une démarche responsable il y a déjà presque 10 ans, bientôt 10 ans, ce qui, à l'échelle de ce sujet, relève de l'archéologie, et par ailleurs, à l'échelle de la période que nous traversons, l'augmente encore plus. Et donc, gérant d'une entreprise engagée, pardon, et qui par ailleurs a comme activité de vendre de la communication et particulièrement de la communication dite opérationnelle, dite responsable. Donc, Alter Ego, pardon, François Rivalan, effectivement, je suis le gérant fondateur d'une société qui s'appelle Alter Ego, qui fait du conseil en communication depuis 2004. Nous avons été évalués ISO 26000 en 2011 par EcoCert. Et ensuite, nous avons continué notre démarche et notre tentative d'amélioration continue en allant vers une certification Bicorp, qui est un autre label. Dans les deux cas, la démarche a été poussée sur ce sujet par finalement une gestion du risque et une gestion des contraintes que mon entreprise rencontrait. Nous travaillons essentiellement avec des grands comptes qui nous sollicitaient au début sur de l'édition et sur du conseil en communication, des choses qui sont assez maîtrisées sur les thématiques environnementales ou sociétales que peuvent représenter la communication responsable. Et les demandes ont évolué de plus en plus vers des produits qu'on appelle communément des goodies, des objets promotionnels, sur lesquels là, par contre, on avait beaucoup moins de maîtrise, beaucoup moins de connaissances et beaucoup moins de valeur ajoutée. La difficulté étant, en tant que dirigeant d'entreprise, d'identifier les risques et d'éviter d'amener mes clients dans des zones qui, à l'époque, semblaient être de la science-fiction et qui aujourd'hui, au vu même de l'actualité récente, est quelque chose de très concret pour des grandes marques qui vont avoir à se débattre sur des sujets pas anodins en termes de communication et en termes de responsabilité légale, voire même pénale. Donc, le chemin que nous avons effectué fait que, même si ça n'a pas directement impacté notre activité, le fait d'être évalué ISO 26000, parce que associer l'ISO, qui est quand même quelque chose de très fortement connoté, et le développement durable et donc l'environnement, qui là aussi est une notion connotée, et donc d'associer ces deux sujets n'est pas forcément un sujet qui était très appétant. Par contre, ça nous a permis deux choses. La première, de très fortement structurer l'organisation, qui est une petite structure, hein, de 4 personnes, et ça nous a positionné comme assez, j'allais dire assez rapidement, mais jamais assez, comme étant spécialiste de ce qu'on appelle les supports de la communication responsable aujourd'hui. Donc, on voyait des demandes qui arrivaient de nos clients
et qui était sincère, qui était volontaire, mais qui était totalement incongru. Et c'est ce qui fait qu'en 2014, j'ai décidé de créer une marque qui s'appelle RSE Conseil pour accompagner nos clients dans une analyse critique du pourquoi ils voulaient communiquer par tel ou tel biais ou tel canal et tel ou tel support, et d'essayer de voir quels étaient, on n'était pas encore à la stratégie RSE, mais pour le moins les axes porteurs d'enjeux pour ces organisations, et afin de leur, voilà, d'éviter, pardon, je spoil déjà la fin, mais d'éviter de tomber dans des recettes toutes faites qui pourraient être des recettes de communicants, et de finalement les exposer à des choses très délicates pour leur image de marque. Donc, pardon. Donc, Alter Ego, ça se compose d'une société et de deux marques. Alter Ego, qui est vraiment une agence de communication opérationnelle sur les thématiques donc, de communication responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en baratin de communicants? C'est que nos clients arrivent bien souvent avec des logos, des chartes graphiques, des messages, des choses assez structurées, et nous demandent de déployer ou de choisir ou de suivre la production et de sélectionner les fournisseurs pour pouvoir déployer ces messages de communication. RSE Conseil, ensuite, est une société de conseil qui, au début, accompagnait nos clients spécifiquement sur ces thématiques, comme je l'expliquais, et depuis, on va dire peu, puisque finalement, le sujet et tous ces sujets émergent véritablement que depuis, on va dire, 2 ans. D'autres clients, des clients extérieurs, qui nous sollicitent soit sur du diagnostic, soit sur de la structuration, de la labellisation, soit un dernier volet qui est la mise en forme, le reporting de leur activité et de leurs engagements, et avec un triple travail qui est l'analyse de leur stratégie RSE, l'analyse de leur verbatim et de leurs éléments de langage et la cohérence avec les référentiels, et ensuite la mise en forme, bien sûr, du document, parce que la baseline de RSE Conseil, c'est de mettre en valeur ces valeurs, c'est bien tout l'intérêt, entre autres, de la communication. Enfin, une dernière marque, un nouveau-né qui va se retrouver en ligne normalement demain, un site qui va être dédié à ce qu'on appelle des goodies responsables. Ça s'appelle Chez l'aider, comme développement durable. La particularité de ce site, qui n'est pas tout à fait un site marchand au sens classique du terme, c'est que c'est un site qui va proposer des produits sur étagère que nous avons au fil du temps identifiés, sélectionnés et validés, qui répondent à des critères de développement durable, alors chacun avec leur spécificité. Et une deuxième partie qui est le cœur de notre activité chez Alter Ego, c'est-à-dire trouver le bon support pour le bon message, pour la bonne personne, à destination des bons interlocuteurs. Donc, chez DD va avoir comme particularité, non pas de proposer des produits par famille, textile, bureau, cadeaux, etc., mais plutôt de basculer la grille pour avoir des portes d'entrée qui soient des critères RSE, en fait. Ce qui permettra à chacun, non pas de chercher le produit idéal qui n'existe pas, mais de rentrer par ce qui est déjà identifié comme important ou porteur d'enjeu pour l'entreprise, et de lui permettre de déjà débroussailler son sujet et d'aller chercher des produits existants et validés. Petit focus sur les labels. Pourquoi ces labels en particulier et pourquoi les labels tout court? La particularité et le souhait que j'ai posé en tant que dirigeant sur ces labels-là, c'était petit 1, d'éviter un premier piège qui est le piège du communicant avec un onglet nos engagements, nous sommes gentils avec les clients, nous aimons les pingouins, nous ne coupons pas d'arbres, etc., qui sont des choses relativement clichésque et, à mon avis, contre-productif. Le deuxième volet, c'est que je ne voulais pas tomber dans une gauloiserie qui serait, voilà, nous avons une particularité commerciale et entrepreneuriale en France et culturelle. Donc, je souhaitais travailler sur une base qui soit validée par un tiers et qui soit reconnue mondialement. Donc, l'ISO 26000 à l'époque, c'est relativement simple avec ça quand on voulait s'intéresser à ce sujet. Et passer par un organisme tiers qui est EcoCert, qui est une entreprise locale, me semblait tout à fait pertinent.
Donc ça nous a vraiment permis, alors on a pris évidemment, quelques extraits de notre audit qui sont les plus chatoyants, bien entendu. Mais ce parcours se construit, hein, c'est vraiment le mot démarche est vraiment quelque chose de très cohérent par rapport à ces engagements. Ceci étant, la particularité de ce premier label, c'est qu'il est extrêmement formateur, constructeur, mais il est peu communicant au sens où peu de gens connaissent ce label, peu de gens connaissent la norme ISO 26000, pour l'instant en tous les cas. Donc on se retrouve sur des choses qui sont un petit peu finalement vécues de l'intérieur. C'est pour ça que petit à petit, on s'est intéressé on a été évidemment curieux, on s'est intéressé finalement à un deuxième label qui lui est une certification, hein. Donc là c'est pas tout à fait la même chose que l'évaluation d'EcoCert ou l'évaluation ISO 26000 bon, plus généralement. Une certification qui en fait est une ONG qui a été créée aux États-Unis mais qui est maintenant implantée dans différents pays, qui s'appelle donc Bicorp et qui regroupe des entreprises qui souhaitent œuvrer véritablement dans une même direction, c'est-à-dire faire du business, certes, mais faire du business pour le bien. Alors, bon, derrière, beaucoup de sujets et beaucoup de sujets de communication responsable. On va faire. Alors, pardon, j'ai démarré à fond la caisse, donc du coup, et comme je ne vous vois pas, c'est pas évident comme exercice. On va faire une petite pause. Je vais vous montrer un petit extrait d'un vieux film qui annonce mon âge, mais qui est à la fois, bien entendu, une parodie, à la fois un petit clin d'œil à ceux qui vous disent que c'était mieux avant, et qui peut servir aussi déjà d'une base de discussion sur ce qu'est la RSE en entreprise. Et donc, on arrivera à notre sujet de ce que l'on fait en tant qu'entreprise et de comment on le communique. Donc, cette entrée en matière, j'espère, vous fera sourire, vous amusera. Vous verrez, hein, c'est un film qui date de fin des années 60. Il y a, selon moi, pas mal d'éléments qui devraient vous interpeller, j'en suis certain. Allez, on y va, ça dure 1 minute et des poussières, et puis après, on se retrouve. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hurrah. Monsieur Grapouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui. Alors, au boulot et à vite. Une grève surprise. Voilà, pardon. Hop. Alors, voyons, on se remet en mode partage, Zoom. Donc là, c'est un petit extrait, ça dure un peu plus longtemps. Je trouve ça assez amusant, c'est du Audiard pour ceux qui connaissent. Et c'était un auteur qui était assez marrant, mais surtout était très fin dans son analyse, parfois cruel, hein, dans son analyse de la société. Est-ce que vous souhaitez déjà qu'on échange et éventuellement poser des petites questions pour commencer? Je ne vois pas de... Alors, j'ai Mylène qui nous dit pas vraiment RSE dans le chat. Facile. Il n'y avait pas de piège. Mais merci Mylène. Bon, alors, ce qui m'interpelle vraiment dans ce truc qui date d'il y a 100 ans, la bonne époque hein, pour beaucoup de gens, c'est tout ce commentaire autour de à la fois le monde capitaliste, à la fois la consommation et à la fois la réaction du chef d'entreprise vis-à-vis des gens. Donc, c'est assez emblématique finalement, même si c'est tout à fait le fruit du hasard. Et ça me parle. J'espère que ça vous parle aussi. Parce que selon moi, donc,
il n'y a pas une RSE, et je vais prendre la peine de, je vais revenir au slide pour avoir toujours mon support. Si je le retrouve, pouf, où est-il? Allez, pardon, ça bricole. Ça, donc, pardon, RSE, pas RSE, on est rentré direct dans l'acronyme. J'ai considéré que tout le monde savait ce que c'était. Je reprécise la définition de l'acronyme: responsabilité sociétale des entreprises. C'est vraiment stricto sensu ce que ça veut dire. Donc, deux sujets. Le premier, c'est qu'il faut vraiment absolument lever l'ambiguïté derrière cet acronyme. On parle de responsabilité, c'est quand même bien le premier mot. Sociétal et non pas social. Ça aussi, je ne suis pas professeur de sémantique ni de français, mais c'est quand même important de bien faire la différence. Et on parle des entreprises. Donc ça, c'est vraiment des éléments de langage qui sont importants à maîtriser, parce que par ailleurs, il y a tout un verbatim autour de ces thématiques qu'on va aborder et qui nous amèneront à la communication, qui, à mon avis, sont des éléments de langage qui sont infantilisants et qui sont dangereux parce qu'ils sont porteurs d'un malentendu qui amènera à terme de l'animosité ou de l'amertume ou de la déception, et qui finalement pourrait mettre à mal ou tuer, pour employer des grands mots, cette démarche qui est quand même très structurante pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est la RSE? C'est l'application du développement durable aux entreprises. Donc, petit rappel, pareil, désolé. Le développement durable se compose de 3 piliers: le social, cette fois-ci, et non pas le sociétal, l'économique, l'environnemental. Et quand vous êtes dans le développement durable, vous vous trouvez à la croisée de ces 3 bulles qui, selon les organisations, suivant qui vous êtes, d'où vous parlez et ce que vous faites, va être plus ou moins prégnant dans votre activité. Il est important sur ce sujet d'aborder un petit élément presque philosophique. On est tous porteurs d'attentes et de notions de recherche de sens et de monde d'après, pour parler de notre actualité récente. Il faut quand même revenir à quelque chose de très simple, c'est que sur ces 3 piliers, l'environnemental et l'économique ne sont pas porteurs sont certes puissants et jouent un rôle très prégnant dans nos vies, mais ils ne sont pas porteurs de sagesse, c'est-à-dire ce sont des choses neutres, ce sont des choses qui n'ont pas d'intention, ce sont des choses qui sont autoportées. Ce qui n'est pas le cas du social, puisque derrière le social, on peut aussi employer le mot humain, humanité, voilà. Donc, le seul, je dirais, élément ou pilier, selon moi, une fois encore, ça n'engage presque que moi, le seul élément sur lequel on puisse réellement travailler et sur lequel on puisse réellement engager de l'énergie, c'est sur ce pilier-là, sur le social. C'est-à-dire, c'est l'action humaine. Parce que derrière, l'environnement sera l'environnement, avec ou sans nous, et l'économie, en théorie, c'est censé être un moyen, pas une finalité. Donc sur ce sujet-là, l'application du développement durable aux entreprises, c'est de bien intégrer ces éléments, de n'oublier personne et d'essayer, et c'est là tout l'intérêt de la démarche, un jour vous y êtes, le lendemain vous n'y êtes plus, et c'est à vous de vous remettre en chemin pour aller chercher l'équilibre entre l'équitable, le vivable, le viable, pour enfin être durable. Et c'est quand même la finalité d'une entreprise, qu'elle soit durable au sens le plus de la longévité possible. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... ça semble innovant, alors que finalement, quand on est un chef d'entreprise avec la tête sur les épaules et les pieds sur terre, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne soit pas d'accord avec cette théorie. Donc, petite définition à nouveau: responsabilité sociétale des entreprises, ou RSO, vous pouvez entendre aussi cet acronyme. Ça, c'est pour les organisations, ça peut être donc des associations, des administrations, des choses comme ça, qui, même si elles n'ont pas directement une activité économique, ont quand même une responsabilité sur leur territoire, sur leur environnement et sur le vivre en commun qu'est le sociétal. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales de leur activité commerciale, relation avec les parties prenantes, ça c'est un mot que vous entendrez souvent, et c'est là aussi très intéressant comme démarche, parce que chaque entreprise va avoir des parties prenantes plus ou moins importantes à identifier et à connaître, et avec qui dialoguer et donc communiquer. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif, bon, ça c'est l'idéal, et être économiquement viable.
Cette définition date déjà d'il y a un petit moment. Je fais un petit rappel, mais on va le voir dans le slide suivant. Depuis 2019, dans le cadre de la loi Pacte, le Code civil a été modifié de façon très simple. Là encore, je ne suis pas prof de droit, mais j'ai quand même compris le principe. Un article du Code civil qui précise en fait l'objet social de l'entreprise. Jusqu'à présent, c'était dans les grandes lignes la réunion de deux associés qui mettaient en commun des moyens et des ressources pour faire entreprise, pour faire société. Là maintenant, c'est la même chose, sauf que pour le faire, elle doit intégrer les éléments et les impacts environnementaux et sociétaux de son activité. Donc, depuis donc, maintenant un an et demi, toute entreprise de droit français est dans la RSE. Du bon sens et de l'exigence, ce que ça implique, pour rentrer un peu dans le concret, l'entreprise qui va avoir une démarche RSE, et donc enfin, pour aller vers de la communication responsable, elle va devoir d'abord traiter, alors d'abord ou à la fin, suivant la démarche, sa gouvernance, c'est-à-dire comment elle est pilotée, comment elle est dirigée, et sa raison d'être. Attention, derrière, encore une fois, tous ces éléments de langage, raison d'être, entreprise à mission, c'est porteur de malentendus. Donc, la raison d'être n'est pas forcément quelque chose porteur de valeur morale ou de choses comme ça. Je précise ça. Donc, l'important, c'est que l'entreprise balaye, suivant son activité, les différents piliers qui lui sont proposés dans le cadre de la démarche ISO 26000 et qu'elle se questionne, puisque là, vous avez des grandes familles de sujets, des piliers, on appelle ça comme ça, et derrière chacun de ces piliers se déploient des domaines d'action. Donc, il est important de balayer chacune de ces questions. Il est normal que certaines questions soient sans objet ou sans réponse. Il est normal que certaines questions soient totalement maîtrisées suivant votre activité. Et il est aussi normal que certaines activités soient porteuses de questions, de risques et donc de sujets de stratégie ou d'amélioration. Donc ça, c'est ça aussi pour une entreprise qui est en démarche, c'est important de passer par ce biais-là, ou d'autres types de questions, mais globalement, elles tournent toujours autour du même sujet. Alors, je rentre dans ma présentation finalement par la fin, c'est-à-dire l'objet est vraiment de parler de communication responsable. Mais le sujet de la communication responsable, pardon, je fais un petit saut de slide, c'est pas une recette de communicant toute faite qui est prête dans un tiroir et qui a des couleurs un peu boisées ou un peu grèges et qui serait issue d'une filière ainsi ou un là ou avec pas de CO2 ou plus. C'est plutôt de mettre en cohérence, c'est même plus que plutôt, mettre en cohérence trois piliers en tant qu'organisation. Ce que vous faites, qui vous êtes et avec qui. Parce que la communication responsable, désolé, c'est une réponse compliquée à une question qui semblait simple, c'est d'être capable d'assumer ce que vous êtes en train d'annoncer en tant que démarche commerciale, en tant qu'engagement, en tant qu'organisation vis-à-vis de vos clients, de vos salariés. Pardon, là je remonte. Parce que vous allez vous rendre compte en faisant ce travail de réflexion que c'est simple, je le prends à l'envers. Si vous faites de la communication responsable sans avoir réfléchi à tout ça, vous vous retrouvez comme Uniqlo ou Zara ou des gens comme ça, aujourd'hui avec des jolis rapports d'activité faits par de belles agences de communication, avec à longueur de page sur du papier recyclé, bien sûr, c'est hyper important, des engagements, alors que ces entreprises aujourd'hui sont assignées pour complicité de crimes contre l'humanité. Ce qui quand même, en termes d'engagement, est assez fort pénalement et va être dévastateur en termes d'image de marque, dévastateur en termes de rentabilité, dévastateur en termes d'investissement, dévastateur pour les clients. Donc, le sujet, je commence par la fin, prendre le problème par le comment avant de se demander le pourquoi. Le résultat final, il est là, puisque c'est ma croyance et c'est ainsi que je le présente à mes clients, que ce soit dans le cadre de la communication ou dans le cadre d'une démarche RSE, nous sommes dans l'ère du compte-rendu, c'est-à-dire de rendre des comptes. Donc la question n'est pas est-ce que je vais me faire choper, mais c'est quand. Donc cette question-là, pour un chef d'entreprise, elle est quand même centrale et stratégique. Donc à quoi va servir la démarche RSE et comment ensuite elle va se déployer en termes de communication?
Pour l'interne, ça va vous permettre de mobiliser vos collaborateurs, de réduire vos coûts. Typiquement, ne pas prendre le meilleur cabinet d'avocats spécialisé dans le droit pénal international et les crimes contre l'humanité, ça fait des économies dans le bilan d'exploitation. Attirer et recruter, anticiper l'évolution des règles, on parlait de la loi Pacte à l'instant, donner du sens à son action et guider sa stratégie. En externe, là aussi, on est sur l'un des sujets de communication, améliorer son image d'entreprise, mais pas l'améliorer en disant « regardez comme je suis gentil », en ayant véritablement des corollaires à mettre en face qui soient opposables, vérifiables, quantifiables, et sur lesquels vous, en tant qu'organisation, vous avez réfléchi et sur lesquels vous êtes capable de répondre. Acceptabilité sociale de l'activité, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, renforcer la chaîne avec les fournisseurs, parce que la communication, ça passe aussi par des sujets un peu arides comme des documents contractuels, des échanges téléphoniques ou des réunions de travail. Enfin, bon, c'est pas exclusivement les choses auxquelles on pourrait penser spontanément. Fidéliser les clients, on fera un petit focus à la fin. Gérer les risques, bien entendu, et avoir des bonnes relations avec les pouvoirs publics, parce que le fait d'être engagé va vous permettre typiquement de répondre à des marchés publics en ayant des clauses d'insertion, va vous permettre d'accéder à des prestations de services différentes, des aides, etc., parce que vous êtes engagé, que vous avez un impact positif sur votre territoire et sur votre environnement. Hop, alors, pardon, je crois que j'ai perdu. Là, c'est bon. Petit rappel, parce que sur le sujet, ce n'est pas arrivé comme ça de nulle part. Hein. Nous sommes certes un pays industriel et nous sommes certes un pays qui a besoin de se perfectionner sur de nombreux sujets. Néanmoins, moi je l'observe en tant qu'ancien ou pionnier du sujet, l'évolution législative qui encadre la vie des entreprises, puisqu'on parle bien de responsabilité, fait que dès 2002, il y a eu donc la loi sur la régulation économique qui venait régir les relations entre les fournisseurs et les clients, la loi Yagon sur le mécénat d'entreprise, les fondations et le mécénat d'art, le code de la sécurité sociale qui vous rend solidaire des charges sociales de vos fournisseurs et qui a pour vocation de chasser le travail illégal, la loi Grenelle ou l'article 225 qui impose aux sociétés de plus de 500 salariés ou faisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'éditer tous les ans un rapport extra-financier dans lequel, en fait, est contenu un ensemble d'informations qui ne sont pas des informations comptables, mais qui pourvoient justement à identifier les actions menées par ces grandes entreprises. L'effet bénéfique de cette démarche qui date déjà de 2012, c'est qu'au début, clairement, le rapport extra-financier, ça tenait sur un 21-29-7, ça n'avait pas vraiment de consistance. Hein. Et petit à petit, les grands comptes se sont intéressés et ont fait des démarches, qui fait que petit à petit, leur fournisseur en rend un aussi, et que par effet de cascade, même si la métaphore a été employée dans d'autres contextes, il y a un effet de ruissellement qui fait que les entreprises, petit à petit, sont sollicitées sur ces sujets. Alors, avec plus ou moins de bonheur, hein, parce que quand vous voyez débouler le cahier des charges d'un grand compte et qui vous demande la parité homme-femme, votre bilan carbone, etc., et que vous êtes une PME et que vous n'êtes pas prêt, c'est douloureux, mais quand on se pose un peu sur le sujet, on peut assez rapidement répondre favorablement à certaines de ces demandes. Et justement, comme le client est dans une démarche de construction, il doit, en théorie, vous aider. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Loi Sympa 2, c'est la loi contre la lutte, pour ou contre la lutte contre la corruption. Loi El Khomri, c'est pareil enfin, c'est pas la corruption, mais c'est une loi sur le travail. La loi Pacte, donc, qui est un combo hein, de sujets, entre autres avec une brique qui est la modification de l'objet social des entreprises, une deuxième brique qui est la possibilité d'intégrer dans son objet social une raison d'être. Bon, là, et le dernier niveau de la fusée qui est la possibilité de développer un statut d'entreprise à mission. C'est un sujet sur lequel il y a eu pas mal d'actualités dernièrement. J'aurai l'occasion de faire des commentaires dessus. Je précise juste hein, que, toujours dans ce souci de lever les ambiguïtés, une entreprise, c'est bien les 3 P, quoi, hein, personne, produit et profit. Donc, tant qu'on n'a pas ça,
tout le reste n'est que illusion, n'est que fantasme, hein. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Par contre, une chose est sûre aussi, le statut d'entreprise à mission, c'est quelque chose en termes de réglementation et de formalisme qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus certifiant et donc très éloigné d'une image un petit peu enfantine, hein, voilà, avec un patron qui court dans les couloirs avec une cape autour du cou. C'est pas du tout ça, hein, c'est quelque chose d'assez lourd en termes de déclaration et de suivi. Donc, c'est pas forcément un avantage concurrentiel au début, en tous les cas. Et je finis par, vous le voyez peut-être pas avec la petite fenêtre, hop, je finis par la loi climat et résilience qui est en cours de négociation, en cours de discussion. Ça va un peu clouer le flou sur le sujet de la communication responsable. Hop là, où suis-je? Pardon. Non, la communication responsable, une fois que vous avez fait le point de qui vous êtes, ce que vous faites et avec qui, le reste du contexte réglementaire est en train d'évoluer rapidement, hein, à l'échelle du grand tout, 2002, hein, c'est récent. Euh, et les entreprises devront et sauront ajuster leur offre et leur message obligatoirement. Parce qu'il y aura une pression réglementaire, parce qu'il y aura une pression des consommateurs, parce qu'il y aura un environnement économique qui va les y amener. Là, typiquement, alors c'est pas signé, c'est en cours, le projet de loi, c'est qu'en fait, les allégations environnementales trompeuses vont tomber sous le coup du Code de la consommation et les sanctions financières pourront aller jusqu'à 80% de la valeur de la campagne. Donc, ça permet quand même à la fois au communicant qui va engager sa responsabilité et surtout le chef d'entreprise qui va décider d'envoyer tel ou tel message par tel ou tel média, de bien connaître son entreprise, de bien savoir ce qu'il dit et d'être capable de répondre à la question si un tiers, un client, un concurrent, l'État, vient le solliciter sur ces sujets. Donc, une fois encore, le sujet de la communication responsable, c'est quelque chose qui semble très attirant et qui a été vendu comme une solution assez facile à digérer, comme souvent beaucoup de produits. En réalité, c'est quelque chose d'assez complexe, de très engageant, qui répond non pas à une recette toute faite, mais à des questions que chacune des organisations doit se poser pour pouvoir assumer son message et ne pas être appelé en cause par la suite. On a sur ce sujet, cette année, j'ai travaillé, coécrit avec une personne qui est une cliente, fournisseur, copine, enfin bon bref, nous allons travailler sur un sujet, un des piliers de ce que je pensais être la RSE, mais qui est un pilier qui, à mon avis, a été maltraité ou sous-traité pour l'instant. C'est le rapport entre la relation client et la RSE. C'est-à-dire pourquoi vous faites de la RSE, qu'est-ce que ça engage et comment vos clients le perçoivent. Donc on a fait ce travail. Je mettrai un lien si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, je vous l'offrirai avec grand plaisir. Il y a quelques échanges, quelques pensées, quelques discussions entre nous, sachant qu'on était d'accord, et surtout pas mal de business case, pardon, j'emploie un anglicisme, pas mal de cas assez récents d'entreprises qui se sont engagées. Certaines ont réussi, d'autres moins, et ce qui permet de bien voir que c'est tout sauf une science exacte. Allez, zou, pardon, finalement, je suis super bavard. Je reviens. Non, je ne suis pas revenu. Ça, voilà. Allez, pardon, j'essaie de quitter mon truc. Voilà. Voilà. Touc. C'est bon? On n'est plus en partage d'écran. Parfait, fonctionne. Bon, eh ben, finalement, je pensais que je serais plus rapide. Ah mais non, on a démarré plus tard. Pardon, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de vous faire comme déroulé. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas sorti comme j'avais prévu. J'espère que vous avez compris quelque chose. Sinon, c'est que je me suis mal exprimé, et ou le contraire d'ailleurs. Donc, je me mets à votre disposition pour essayer d'éclairer ou de répondre à des sujets que j'ai peut-être un peu balayés rapidement. Voilà, il y a quelqu'un? Si des personnes ont des questions, je vous invite soit à les marquer dans le chat, soit à lever la main avec la petite fonction de Teams et que François puisse répondre à vos questions. Ah.
Alors, j'ai Léo qui nous dit merci pour votre intervention, François. Et Nicole Sophia qui nous dit tout était très clair, merci. Bon. J'ai Emmanuel qui nous dit sujet très intéressant, je confirme. Bon, tout est dit. Allez, allez, une petite question, lancez-vous, c'est la première qui fait mal, mais après c'est bon, quoi. Promis, je serai synthétique, je ne vous tiendrai pas une heure. Oui. J'ai une personne qui me dit très intéressant, on peut toutefois communiquer responsable sans s'engager dans tous les champs. Alors, oui, non et oui. C'est-à-dire que, bien sûr, vous ne pouvez pas être engagé sur tous les champs. Ce serait une recherche d'idéal qui serait absolument contre-productive. C'est ce que j'essayais d'expliquer. Alors, je suis désolé, hein, a posteriori, je sais que souvent j'exprime les choses très en contre-pied de ce qui est entendu communément, mais j'essaye d'éviter de faire gagner du temps à mes interlocuteurs sur ces sujets. Donc, pour répondre à la question, évidemment, non, vous ne pouvez pas être pertinent sur tous les champs. Par contre, ne pas les balayer, c'est risquer un angle mort, c'est risquer un oubli qui vous mettrait à la disposition de gens plus ou moins bienveillants à votre sujet. Donc, ce qui est important, c'est, même si vous n'allez pas en profondeur sur le truc, c'est quand même de faire ce balayage 360, parce que à la fois, c'est l'opportunité de découvrir, pourquoi pas, des réserves de développement, des réserves d'amélioration, des sujets sur lesquels vous n'êtes pas encore questionné, hein, parce que bien souvent, dans le travail de recherche de la partie prenante, on découvre que son organisation, ce n'est pas exclusivement les salariés, les clients et le banquier, quoi. Et que parfois, on est tributaire d'un type qui bouffe du pangolin à l'autre bout du monde et qui va vous foutre à la maison pendant 55 jours. Alors, j'exagère, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait fait une démarche RSE qui se soit dit « Oh là, attention, attention à cette bestiole ». Mais blague à part, ce que je veux dire par là, c'est que bien identifier son environnement au sens le plus global du terme, ça a un intérêt. La communication responsable, quelque part, c'est adosser votre image de marque à un message ou à un support. Donc, c'est quand même très important de ne pas négliger cette partie-là. Alors, j'ai une autre réaction. Donc, une personne qui nous dit « La carotte est belle depuis de nombreuses années. Attention au bâton. Petit rappel, quelles sont les sanctions ?» Ben là, les sanctions, elles vont être nombreuses, hein. Aujourd'hui, rien que cette semaine, hein, pour prendre des exemples très, très concrets et très récents. Donc, il y a une ONG qui a signé au tribunal 4 très grosses marques de textiles, justement pour complicité de crimes contre l'humanité, puisque leurs usines sont dans le nord de la Chine et ils ont une très forte suspicion de faire appel à du travail forcé. Là, on se retrouve sur des sujets plutôt douloureux. Mince, j'avais une deuxième actualité récente qui est sortie sur ce sujet, je l'ai bouffé, c'est pas grave. On a un autre sujet récent aussi qui est une entreprise française tout à fait connue et respectable qui fait du ciment et qui s'appelle Lafarge, qui aujourd'hui est en cours d'appel, toujours pareil, hein, dans le cadre d'une procédure pour crimes contre l'humanité, complicité, terrorisme. Bon, voilà, quand vous achetez vos sacs de ciment chez Monsieur Leroy Merlin, vous ne pensez pas forcément à ça, mais c'est voilà, on rentre dans les sanctions, qu'elles soient directes ou indirectes, sont nombreuses maintenant, hein. Ce que j'appelle l'ère du compte-rendu, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'à terme, vos investisseurs ne viendront pas parce qu'ils n'auront pas confiance. À terme, les salariés ne viendront pas parce qu'ils n'aimeront pas vos façons de faire. À terme, vos clients ne viendront pas parce qu'ils n'auront pas tous les éléments de transparence sur les produits que vous produisez et la façon dont vous le produisez. Donc, on va rentrer quand même dans des attendus nouveaux. Je pense que vous le vivez tous individuellement, hein. Le monde d'il y a 12 mois et le monde d'aujourd'hui a déjà… Et attention, je ne tombe pas dans le piège du monde d'après, hein, parce que ça, c'est une grosse connerie, ça aussi. Mais néanmoins, voilà, hein, quand Nike lance une campagne en disant « on va vous vendre des chaussures qui ont déjà été portées », c'est quand même un business model qui change. Et quand je cite Nike, c'est à escient parce qu'eux aussi ont eu quelques petits soucis avec des ballons qui étaient tricotés par des enfants, quoi. Donc sur le sujet,
l'évolution est rapide, qu'elle soit nationale, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit RH, les sanctions sont directes ou indirectes, mais elles arrivent très vite sur ces sujets. J'espère avoir répondu. Alors, faire les choses progressivement plutôt que mal les faire. Absolument, absolument. Alors là, j'insiste sur le terme de démarche, j'insiste sur le terme de réalisme, et j'insiste sur le terme c'est ce que j'explique souvent à mes clients, Disney c'est à Marne-la-Vallée et Noël c'est en décembre. Et nous, on est quelque part entre les deux. Il ne faut pas tomber dans un piège. Je vais transformer une citation qui n'est pas de moi, mais c'est « Soyez engagés, ne le soyez pas, mais ne soyez pas menteurs ». Mais quand vous êtes engagé, acceptez totalement le fait d'être en démarche et de reconnaître qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut objectivement rien faire aujourd'hui. Mais rien n'empêche que c'est faisable et que c'est tentable. Est-ce qu'à votre avis, le manque de budget peut obliger les entreprises à passer à côté d'actions? Oui. Alors, oui, sur le sujet du budget, pardon, je vais reformuler la question parce que vous ne l'avez pas forcément sous les yeux. Est-ce qu'à votre avis, le manque de budget peut obliger aux entreprises à passer à côté des actions durables ou RSE? Donc la réponse est oui, parce qu'en fait, il n'y a pas les éléments pédagogiques d'analyse comptable et de notion de retour sur investissement sur ce type de démarche. Là encore, c'est pour ça que j'ai insisté, peut-être un peu maladroitement, sur le fait que l'économie et l'environnement étaient des éléments neutres. Donc des choses sur lesquelles on a assez peu de levier d'action, on va dire. À part d'arrêter de les dézinguer. Je pense à l'environnement. Mais donc, pour répondre à la question, ces investissements doivent être adossés à un retour sur investissement. C'est d'ailleurs toute la particularité et ce qui fait, je pense, l'intérêt que porte RSE Conseil, que RSE Conseil porte à nos clients. Pardon, petit moment d'autopromo. Notre particularité est la suivante, c'est que je suis dirigeant d'une entreprise qui a fait la démarche d'engagement. On est une TPE, on est 4 personnes, donc on n'est vraiment pas du tout dans le cœur de cible de ces sujets-là, parce qu'on a plutôt tendance à se dire que c'est réservé aux grosses boîtes. Donc on l'a fait pour nous, et moi, je peux présenter à mes interlocuteurs par la preuve, par la comptabilité, que c'est rentable. Alors, ce n'est pas une pilule verte ou une pilule bleue ou une pilule rouge que vous avalez, et puis le lendemain matin, vous êtes mieux, vous êtes différent, etc. Ce n'est pas du tout le truc. C'est d'engager une démarche, d'engager une réflexion, et des actions, c'est bien ça, pour aller vite vers des victoires, bien entendu, mais surtout ne pas tomber dans des pièges du genre poubelle tricolore, vendredi fraise tagada et World Cleanup Day, et ça y est, je suis engagé, je suis une PME, ah oui, au fait, je vends du pétrole, merde que je suis con. Donc, sachant qu'il faut du pétrole, donc il n'y a pas de jugement de valeur sur le sujet, c'est juste de bien être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et de ne pas se planter en achetant des stylos en bambou et des papiers recyclés en disant que c'est bon pour la planète. Donc, très important, retour sur investissement et aborder ce sujet avec cette notion-là. Et que ce soit micro ou macroéconomique, les sujets sont nombreux et les poches d'économie et de pertinence sont là. Je pourrais en témoigner en tant que dirigeant d'entreprise. Communication responsable peut-elle être ou devenir la réponse ou la contre-attaque face aux marques qui manipulent de manière générale le consommateur? Oui, je le pense aussi, oui. À la fois parce que le consommateur aujourd'hui, il a une lecture, une grille de lecture du monde de plus en plus affinée, avec des éléments de flou, parce qu'évidemment, suivant l'endroit où on va chercher l'information, on est plus ou moins, on a des biais de confirmation, des biais personnels qui font que ça transforme. Néanmoins, les enjeux qui sont portés pour le consommateur, la compréhension de l'économie la plus basique possible, c'est-à-dire je mange des trucs dégueulasses et je suis malade. Voilà, ça c'est des choses qui nous arrivent tous autour de nous. On commence à voir des sujets. Je suis salarié d'une entreprise et cette entreprise est rachetée par un fonds d'investissement et elle demande une rentabilité qui fait qu'elle me vire. On est dans des rapports où effectivement l'expression simple et l'expression claire de ce que l'on est, ça permettra d'informer et d'exprimer et de laisser le libre arbitre au consommateur ou
aux personnes à qui, pardon, je cherche mes mots, aux personnes à qui est destiné le message, ça y est, j'y arrive. Une fois encore, voilà, soyez engagés, ne soyez pas menteurs, ne mentez pas. Donc, parce que de toute manière, la faute est fatale. Hein. Si vous vous faites attraper en train de dire que c'est vrai alors que c'est faux et réciproquement, il y a rarement un deuxième tour. Comment faites-vous pour gérer des entreprises qui viendraient vous voir et qui voudraient utiliser comme responsable à mauvais escient? Ça ne m'arrive pas, bien sûr. Non. Alors, une fois encore, je ne suis porteur de rien et ces sujets sont des choses éminemment qu'il faut absolument neutraliser. Quand je dis neutraliser, c'est philosophiquement, religieusement, politiquement, etc. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que votre vérité n'est pas la mienne et réciproquement. Donc, sauf à avoir sous les yeux un client qui me dit mon produit est fait de ça, de ça, de ça, et je vous dis qu'il faut écrire autre chose, je dirais, et là, ça tombe sous le coup de la loi, hein, droit du commerce, droit de la consommation, enfin, etc. Donc là, c'est mon job de dirigeant d'entreprise de ne pas aller là-dedans parce que ça m'engagerait financièrement et pénalement, pourquoi pas. Donc, je dirais ça n'arrive pas parce que le message est assez vite passé en disant bah non, si vous faites ça. Par contre, cette réflexion, vous voyez, elle m'amène une anecdote que je tiens. Je n'y ai pas assisté directement, donc je le dis avec beaucoup de réserve et pour des raisons de confidentialité, je vais déformer les prénoms. Bref. Mais plus sérieusement, c'est une grande marque française qui fait des biscuits qu'on a tous mangés. Vous savez, le truc qu'on croque les quatre coins là, avant de manger le biscuit en vrai. Hein, je suis sûr que vous avez reconnu. Et donc cette boîte, voilà, une grosse coopérative qui fait des gâteaux, des choses comme ça. Et c'est des gens, ça me fait rebondir sur le sujet de la déclaration de ce qui est vrai ou pas. Et surtout, ça me fait rebondir sur le sujet du dialogue avec les parties prenantes et d'identifier des gens qu'on ne connaît pas. Ces gens, en fait, il y a 5 ans, on leur aurait dit votre business va être dézingué par une application gratuite sur un téléphone. Ils ne l'auraient pas cru. Ils n'auraient pas, parce qu'ils n'auraient pas réfléchi à ça. Alors, je pense à Yuka. Hein. Et donc aujourd'hui, la maman qui est dans le rayon, elle regarde avec Yuka ce qui est bon et elle n'achète plus les petits gâteaux qu'on croque des quatre côtés parce qu'il y a marqué que c'est dangereux et que c'est méchant et que ça fait du mal aux enfants. Sauf qu'il y a un double problème, c'est que pour cet industriel, lui, quand on lui parle de son client, il le voit, il le décrit, il dit bah oui, il s'appelle Jean-Michel Carrefour, ou il s'appelle Guy Maurice Leclerc, ou il s'appelle Morissette Auchan, il a un gros classeur sous le bras, une calculatrice, et il me reçoit dans une salle blanche. C'est ça mon client. Sauf que ce qu'il n'a pas identifié, c'est son client final, celui qui va acheter son produit pour des raisons qui sont tout à fait différentes de rayonnage, prix. Bon. Donc ça, c'est... Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes une petite souris, que vous assistez à des réunions de direction et que les mecs regardent sur Yuka ce qui est écrit sur leur produit, ce n'est pas la recette. C'est-à-dire que Yuka, mais ce n'est pas de la faute de Yuka, enfin quelque part, mais c'est de la faute de l'industriel qui a laissé des bases de données à disposition et qui ne les a pas mises à jour. Donc, c'est une forme de communication responsable, elle est très très éloignée de nos métiers, et néanmoins, elle touche directement ça. Donc là, on est sur un début de cas d'école. Je n'ai pas véritablement de réponse et puis on ne m'a pas demandé mon avis sur le sujet, même si j'en ai un. Mais vous voyez, c'est un cas assez concret de ce que ça implique de 1, pas faire totalement la démarche, 2, de ne pas savoir qui sont vos parties prenantes, 3, de ne pas faire gaffe à vos modes de communication, et 4, finalement, de ne pas comprendre ce qui vous arrive. Et c'est lourd de conséquences pour répondre à la question qui m'a été posée 3 ou 4 chats au-dessus. Alors, malgré tout, pensez-vous qu'on peut additionner, par exemple, la RSE, le marketing prédictif ou d'autres... Ah, arrêtez de poser trop de questions. Marketing prédictif ou d'autres techniques comme le marketing qui servent à influencer le consommateur, totalement incompatibles. Ouais. Question ardue. Parce que utiliser la neuroscience à des fins de communication,
ça a été vendu par certaines églises ou certaines écoles RSE justement comme des nudges, comme des outils incitatifs à améliorer le monde. Donc je serais tenté de faire une réponse de Normand. C'est vrai que quand on n'a qu'un marteau à la main, on a tendance à penser que tout le monde est un clou. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une partie prenante majeure dans notre communication qui est une grosse industrie américaine qui clairement utilise des technologies très transverses, très exo-technologies. Et on a tendance, nous, communicants, enfin, pas moi, non, parce que je connais assez bien le sujet, mais beaucoup de communicants ne se posent pas la question de ce qui se passe derrière. Donc, c'est beau, les mots sont fun, le message est percutant, mais bon, si notre ami Google décide que ça ne monte pas, ça ne montera jamais, ça ne sera jamais vu, donc ça ne sert à rien. Donc, utiliser ces outils qui sont de la big data et qui sont ni plus ni moins que du condensé de comportements humains. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Je dirais, ben non, c'est là. Hein, voilà. On a des morphotypes, on a des comportements qui sont prédéterminés, hein, et on a ce qu'on appelle des biais de comportement. Ils existent, ils ont été identifiés. Donc, charge à nous, effectivement, de changer un peu notre métier. Après, charge à nous aussi d'être en cohérence entre l'outil utilisé, à qui on veut le vendre et ce qu'on vend. C'est peut-être la finalité. Pardon, hein, je dérive un peu, mais la question mériterait quasiment une heure de plus. Pour ne pas tricher, hop, voilà, super, merci. Bon, tant mieux, je suis content qu'il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Non, je plaisante. Donc, pour ne pas tricher, tester sa RSE auprès de jeunes citoyens de moins de 15 ans peut se révéler un audit très sévère. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc, oui, ne pas mentir, merci. C'est certain, c'est certain. Je dirais que et ça rebondit, pardon, je ressasse un peu, ça doit être mon âge, l'ère du compte-rendu. C'est-à-dire que maintenant, quoi que vous fassiez, vous laissez des traces, que ce soit digital, que ce soit de communication, que ce soit de... Donc c'est vrai que essayer de... En tous les cas, c'est amusant qu'on parle de ne pas mentir, c'est mon mojo. Hein. C'est-à-dire, on peut se tromper, on peut même dire des conneries, j'en dis souvent. Par contre, dès qu'on ment, quelque part, on se met en danger parce que ça sort toujours. Quoi. Voilà, je pense que je ne sais pas qui est en face de moi, mais je pense que intérieurement, vous avez tous une petite expérience de vie qui fait que vous vous dites ah ouais, effectivement, maintenant qu'on en parle, ça pique. Donc ouais, ne pas mentir. De toute manière, et c'est un peu l'objet de ce petit essai, petit, pourquoi petit, énorme, très intéressant, superbe, je vous invite à le lire, RSE Relations Clients. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas intéressant de plaire à tout le monde. Donc ça remonte un peu sur la question de RSE et marketing prédictif, etc. De toute manière, si vous exprimez clairement vos valeurs, ce que vous êtes et comment vous le faites, vous attirerez des gens qui sont en cohérence et en congruence avec vous. Hein. On est dans quelque chose d'un peu électrique. Si vous utilisez des trucs de bonimenteurs ou de mecs qui ont fait Harvard, Stanford ou Berkeley, vous aurez beaucoup de monde. Mais est-ce qu'ils seront en cohérence? Est-ce qu'à un moment donné, vous pourrez les servir comme ils veulent? Est-ce qu'ils sont vraiment contents? C'est pas évident, et voire même, ça devient, si on pousse l'analyse et qu'on rentre dans des logiques chiffrées, ça vient même à impacter votre exploitation parce que vous allez un coup faire de la RSE à gauche, un coup à droite, un coup d'essayer plus vert, moins vert, toujours pour plaire parce que voilà, le monde est fait d'individus et ça va être compliqué ça va être compliqué de répondre à tout le monde. Donc, je finis sur une petite anecdote. J'ai découvert il y a pas longtemps sur une étiquette de vin, et du coup je suis allé gratter un peu. C'est une vieille famille qui fait du vin du côté de Bordeaux. J'en bois pas normalement, mais bref. J'espère qu'il y a des Bordelais dans la salle. Pardon, sur l'étiquette, c'était notre qualité, c'est notre vérité. Et le concept, je pense que Amazon lui a piqué l'idée, c'est tu achètes mon vin, tu le goûtes, si tu n'aimes pas, tu me renvoies les 5 bouteilles, je te rembourse les 6. Parce que j'ai fait mon maximum, tu as le droit de ne pas aimer, et je préfère te rembourser et qu'on se quitte bons amis que tu te forces à boire et que tu gardes un mauvais souvenir de nous. Et ça revient un peu à cette notion de communication responsable, un peu, vachement même, à cette notion de communication responsable. C'est-à-dire que si vous accolez votre image de marque à un média,
un support, que vous la collez à un message digital auquel vous avez mis un petit plug un cookie, par exemple, ou que vous utilisez des outils prédictifs qui vont aller modifier votre bouton de call to action régulièrement pour essayer d'optimiser la réponse, ou les prix parce que vous avez vu que votre interlocuteur a navigué 4 fois, il est allé un coup chez EasyJet, un coup chez Air France, et maintenant qu'il est chez vous, bah, c'est qu'il a décidé de passer par vous, donc là, les prix augmentent. C'est ce genre de pratique qu'on a pu observer. Je fais des grosses masses. À terme, il y a un truc qui ne marchera pas, quoi. Parce que ça, voilà, vous arnaquez les gens une fois, quoi. Et comme la Terre est ronde, en général, on se recroise. Donc sur le sujet, ne pas mentir. Oui, oui. Merci, merci Fabien. Fabien 31. Bon, j'espère avoir. Ah, oups là, il y a encore des. Entre le pourquoi, ouais, oui, hein, toutes les questions de cohérence entre le pourquoi de l'entreprise et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Oui, absolument, absolument. Et comme l'entreprise est certes un organisme neutre, mais quand même un organisme vivant, c'est intéressant de se poser la question régulièrement parce qu'il y a des choses qui, malgré votre stratégie, malgré vos engagements, malgré tout ce que vous pouvez décider, eh ben, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, hein, et justement, c'est bien tout l'intérêt de cartographier où vous évoluez, comment vous évoluez, pour pouvoir réajuster au fur et à mesure, ça répond un peu à des questions un peu plus haut, pour pouvoir réajuster au fur et à mesure de ce que vous avez sous les yeux, hein, c'est la définition de l'optimisme, hein, c'est pas d'avoir des lunettes roses, c'est véritablement d'optimiser ce qu'on a en présence. Donc, et je trouve que ça colle vraiment à la définition de l'entrepreneur, donc du responsable, donc de la RSE. Mais oui, oui, c'est bien ça, absolument. Sur le sujet, je vous invite à découvrir un petit bouquin qui a été écrit il n'y a pas longtemps et que j'ai adoré et qui prend totalement le contre-pied justement de toute cette mouvance RSE, entreprise à mission, raison d'être, recherche de sens, là, qui est en train de nous tomber dessus en forme de sirop sucré. C'est un anglais, et ça s'appelle The Hero Trap. Et donc, son bouquin et toute la théorie, c'est de dire l'entreprise n'a pas pour vocation de rendre les gens heureux ou de leur donner du sens, elle a pour vocation de de rendre meilleurs ses consommateurs. Et donc, c'est bon, derrière, pardon, je pitch un peu, hein, mais derrière, évidemment, viennent se poser les questions du cohérence, pourquoi elle existe, pourquoi elle le fait, comment elle le fait et auprès de qui. Parce qu'in fine, c'est bien ça.